Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Savoir-faire, un podcast de la marque Jani. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode avec non pas une mais deux invités puisqu'aujourd'hui je suis chez les Dema. Bonjour les filles, comment allez-vous ? Bonjour, ça va bien. Ça va. Bon, on va pouvoir commencer. Je vais vous laisser vous présenter ensemble et puis nous dire un petit peu ce que vous faites dans la vie. Je commence ? Allez. Donc, du coup, on est toutes les deux aujourd'hui parce qu'on avait la marque Dema Création pendant quelques années qu'on a commencé en 2018. Aujourd'hui, on est dissociés, on n'est plus ensemble du coup dans la société. On a un petit peu pris chacune notre chemin. Aujourd'hui, donc, je fais de la lingerie et des pyjamas upcyclés, qui était en fait mon métier de base, puisque j'ai une formation donc de modéliste prêt-à-porter, spécialisation lingerie. Donc c'est pour ça que je suis revenue à ça. Et après, j'avais à cœur de travailler l'upcycling, parce que c'est quelque chose qu'on travaillait déjà chez Dema. Et j'avais envie de le développer donc, dans le domaine du pyjama et de la lingerie. Trop bien. Alors moi, c'est Nathalie Dema, donc la maman d'Angélique. Nous avions commencé à Interstice en couveuse d'entreprise, donc en 2018, le projet de ma création pour la maroquinerie, sacs et accessoires essentiellement en laine de brebis et avec des matériaux assez innovants. En 2023, nous avons arrêté donc la société et nous sommes partis toutes les deux sur des chemins un peu différents. Bon, moi, je suis restée sur les sacs et accessoires. Angélique est repartie sur son métier de cœur. Mais bon, on est quand même sur plusieurs projets ensemble où on intervient ensemble. Actuellement, moi, je fais moins de production parce que j'ai eu quelques soucis de santé. Donc, je me suis plus orientée vers l'animation d'ateliers, la transmission de savoir-faire. Et on intervient souvent ensemble sur des projets qui sont très proches de nos valeurs, en fait, et qui ont aussi un intérêt humain. Donc, puis ce sont à chaque fois des expériences, des nouveaux défis, un public souvent différent. Donc, c'est un peu ce qui nous anime aussi. Trop bien. Et du coup, quelle a été... Bon, Angélique, du coup, tu as fait des études, j'imagine, dans le modélisme. Est-ce que vous voulez nous parler peut-être un peu de vos parcours à chacune, ce qui vous a amené peut-être déjà à Dema et puis après à changer un petit peu? Alors oui, j'ai commencé donc très tôt, parce que je fais bac pro métier de la mode, donc à 14-15 ans, donc j'étais en seconde métier de la mode. Alors pourquoi métier de la mode ? Alors au début, moi je suis plutôt dans l'artistique, j'aime beaucoup tout ce qui est dessin, créatif. Mais bon, c'est vrai que le domaine est assez bouché. Et en fait, j'avais eu l'occasion, grâce à mon collège, d'avoir une journée d'observation au lycée de couture à Ramiro à Rué. Et révélation. Et en fait, je me suis dit, ça combine le côté créatif et aussi le côté de faire que j'aimais beaucoup. Donc, quand je suis rentrée de cette journée, auprès de maman, je dis, ça y est, je sais ce que je veux faire ça. Et depuis, ça a été toujours ça qui a été mon chemin. Donc j'ai fait ces 3 années-là, avec des stages en plus divers et variés, où j'ai pu aller sur Paris, à Londres, et dans des domaines totalement différents. Comme j'aimais tout, ça a été dur après de choisir une spécialisation, parce que j'aimais tous les stages que j'avais faits. Mais j'ai choisi la lingerie, donc j'ai fait une formation complémentaire en lingerie à Paris. Sauf qu'à l'époque, il y a 2 ans en arrière, le secteur était un peu bouché dans les bureaux d'études. Donc je n'étais pas prioritaire à l'emploi, c'était forcément des gens avec plus d'expérience. Donc j'ai eu l'occasion de travailler dans la maroquinerie de luxe pendant 1 an et demi, où du coup j'ai appris des techniques aussi de maroquinerie et de savoir-faire qui se rejoignaient avec la lingerie, parce que c'est 2 vraiment secteurs très minutieux dans le domaine de la mode. Et suite à ça, je voulais quand même pousser un peu plus dans le modélisme, donc j'ai repris une formation de BTS en condensé sur 1 an, où j'avais que la partie professionnelle. Donc là, c'était vraiment du modélisme pur et dur. Et suite à ça, donc j'ai travaillé dans des bureaux d'études dans la grande distribution, parce que je voulais voir un peu comment ça se passait. Vu que j'avais connu le monde du luxe, je voulais voir le côté grande distribution. Et c'était très intéressant parce qu'en fait, on nous demande d'autres aptitudes où là, c'est plus tout ce qui est adaptabilité, rapidité, où il faut vraiment être objectif tout le temps. Après, le côté grande distribution de la fast fashion ne me convenait pas, mais c'est plus dans la méthodologie où c'était intéressant de prendre certains points positifs et de l'adapter après à sa manière.
Et suite à ça, j'avais donc mes contrats de travail qui s'est terminé, mon bail qui se terminait, maman qui, du coup, elle avait aussi son travail qui allait se terminer. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on crée pas notre marque de maroquinerie à nous? Parce on avait eu, donc, toutes les deux une expérience là-dedans. Et est-ce qu'on se crée pas donc notre entreprise? Et c'est comme ça qu'est née Dema. Et après, donc, il y a eu toute l'évolution de l'entreprise. Ok. Bon, moi, j'ai un parcours complètement différent. J'ai eu plusieurs vies, comme me disent certains. Moi, j'ai commencé avec un BEP, CAP, à l'époque de sténo-dactylo-correspondancière. Okay. Après, j'ai travaillé en restauration, dans une blanchisserie. J'étais gouvernante, dans une famille. J'ai eu un commerce, une laverie automatique. J'ai eu des problèmes de santé suite à un accident. Donc, j'ai été en pause pendant quelques temps. Je suis repartie dans la blanchisserie, mais qui était trop physique pour moi. Donc, j'ai fait une reconversion dans la maroquinerie. Okay. Et là, par contre, j'ai eu des soucis de santé avec l'exposition aux poussières de cuir parce qu'on n'avait pas de protection à l'époque. Donc, c'est de là que, justement, j'ai été licenciée pour inaptitude professionnelle. Et c'est là que l'on avait réfléchi avec Angélique. C'est une période, justement, où à Paris, elle devait soit renouveler son bail, soit rester là-bas et elle n'y avait pas vraiment envie. Donc, on a imaginé créer notre entreprise. Mais comme elle n'avait pas de compétences de gestion et que moi, j'étais fatiguée par mes soucis de santé, on a souhaité se faire accompagner par la couveuse entreprise Interstice. Et ça a été une très très bonne chose parce qu'ils nous ont beaucoup aidés. On a pu justement bien développer notre activité avant de venir s'installer à Saint-Martin-la-Rossa. Ok. C'est vrai que c'est hyper important, hein. Des fois on n'y pense pas, enfin on est tellement focus sur notre passion et on oublie un peu le côté gestion administrative. Qui est tout aussi important. Ouais, et qui des fois est un peu le piège aussi de connaître toutes les règles, toutes les choses à savoir et qui régissent un peu nos métiers, quoi. Complètement. Ok. Et du coup aujourd'hui, Dema ça a un petit peu changé. Oui. Qu'est-ce qui, du coup, plutôt pour toi, Nathalie, qu'est-ce qui fait que... Enfin, tu fais des ateliers plutôt, des... Voilà, des animations, des ateliers, du développement produit aussi. Je fais toujours des recherches et je développe des produits pour la marque Dema, mais moins de production, pour que ce soit moins physique. C'est plus en adéquation avec mon état de santé. Mais par contre, oui, je m'investis dans des projets qui me parlent en fait. Hein. Je peux me permettre, voilà, de choisir maintenant un petit peu tous ces projets. Après, je suis aussi bénévole dans d'autres associations comme Lovely Solidarity. C'est une association où des couturières bénévoles fabriquent des sacs pour des personnes qui ont été touchées par le cancer du sein. D'accord. Des sacs qui vont recevoir les bouteilles pour les drains. Ensuite, je fais beaucoup de bénévolat aussi pour le tiers-lieu, la manufacture du Pays Basque. Et voilà, je m'adonne plus facilement à des choses qui me plaisent un peu plus maintenant. Je m'oriente un peu plus vers ça. Ok. Voilà. Donc du coup, ça répond déjà presque à ma prochaine question. C'était un peu qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui dans vos nouvelles activités et un petit peu dans tout ce qui a changé. Donc toi, ce sera peut-être plus le partage et la transmission au final de ce que toutes les connaissances que tu as eues au fur et à mesure de ton parcours. C'est ça. Et toujours la valorisation de la laine aussi, parce que je fais partie du cluster réseau laine. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui tient toujours aussi à cœur Angélique. Hein, parce que malgré tout, dans les produits que je vais développer, je lui demande toujours son avis parce que la marque, on est cofondatrice de cette marque et c'est autant son nom que le mien. Donc, toujours on décide de ça ensemble, malgré qu'elle soit plus, je veux dire, sur la marque, mais elle y est toujours. Ça fera partie de nous à un moment donné. C'est clair. On a passé du temps. C'est-à-dire que juridiquement, elle n'en fait pas partie. Oui. On n'est plus en société. Non. On a un statut d'auto-entrepreneur chacune, ce qui est aussi, quand on parle de gestion, ce qui est beaucoup plus léger. Et c'est ce qui a beaucoup impacté la société quand c'est qu'il y avait une grosse charge administrative aussi.
réponse aussi à des appels à projets, beaucoup de papier comptabilité, tout ça, et qui en fait a fait que j'ai pas pu me consacrer beaucoup justement à la production. Et en étant auto-entrepreneur, on a moins de charges de gestion comme ça, et franchement, on peut plus se consacrer à des projets, c'est bien. voilà, plus s'investir dans ce type de projet, et franchement, ça nous correspond beaucoup plus. Ouais, complètement. Ouais. C'est vrai que moi, quand on était en société, c'est beaucoup production, au point où j'en étais écœurée, quoi. Tellement, après, il faut payer les charges, il faut tout ça, et c'est vrai que c'était lourd. Que là, maintenant, avec le statut auto-entrepreneur, surtout que tous les investissements ont été faits, dans le sens où on a les machines, on a tout ça, donc on n'a pas de frais. Donc pour l'instant, le statut est très bien et nous convient bien pour l'instant. Peut-être ça évoluera, on ne sait pas, parce que ça évolue toujours une société. Mais là, c'est plus léger. Et même moi, je vois en production, du coup, je reprends plaisir à produire, à passer moins de temps. Voilà. Vous avez peut-être moins la charge de la quantité et peut-être plus de juste pouvoir faire un peu plus au feeling, un peu plus ce qui vous plaît, et sans le côté un peu production qui est propre aux sociétés, quoi. C'est marrant parce que du coup, vous avez peut-être fait un peu le chemin inverse de certains entrepreneurs qui commencent par l'auto-entreprise et qui après basculent en société. Et là, du coup, vous étiez déjà parti grâce à l'accompagnement sur la société. Par contre, ce qu'on ne voulait pas, c'est s'interdire certaines choses, parce qu'effectivement, quand on était rentré en couveuse d'entreprise, on mettait le doigt sur le fait qu'on avait envie de tester ou de faire beaucoup de choses, des ateliers, de la production, de la sous-traitance, du développement produit. Et en fait, on s'est toujours interdit de ne pas faire ce dont on avait envie, quoi. On se disait un jour on y arrivera, on le fera, et on se rend compte que maintenant, en étant plus allégé justement par ces charges de gestion, on arrive à se donner plus dans des projets comme ça. Après, on a la chance d'avoir croisé sur notre parcours quand même des structures et des personnes qui nous ont beaucoup soutenus. Oui, ça c'est sûr. Bon, il y a Interstice, il y a aussi Cité Lab. On a été très bien accompagnés aussi, qui interviennent sur les quartiers prioritaires de Bayonne. On a aussi le JDSU, qui sont toujours des partenaires très fidèles et avec qui on fait des super projets. Notamment le projet sur lequel on est toutes les deux, des cocottes norvégiennes, où on apprend à coudre à des personnes des quartiers prioritaires, et on leur apprend à coudre ce produit que nous avions développé avec Angélique, et qu'on ne commercialise pas pour leur laisser l'exclusivité de la vente du produit. Ok, génial. Voilà, pour qu'après elles puissent financer un atelier de couture et se professionnaliser. Donc tout ça, c'est des projets qui nous parlent et qui nous tiennent à cœur, et on est moi plus orientée vers des projets comme ça. Angélique, moi aussi, c'est en cours parce que j'ai ma marque et tout ça, mais j'ai d'autres projets mais qui sont encore en phase de, on va dire, dans la tête. Mais oui, j'aimerais tendre plus vers ça, plus dans la transmission de savoir-faire, de partage, de faire des choses en commun, de montrer justement l'upcycling, avec des choses qu'on a à la maison, on peut faire aussi des choses soi-même. Un peu dans cette dynamique-là. Après, il faut que je le construise et que je voie comment le mettre en place. Et puis, j'ai toujours besoin de ce côté création. Donc là, je me fais plaisir avec la marque. Je crée vraiment mon feeling. Il n'y a pas de trame. À part le fait que ce soit de l'upcycling, c'est la seule ligne de conduite. Mais après, le reste, voilà. Okay. Et on a pu constater aussi, on a créé un événement là avec la Manufacture Pays Basque. On a participé à la quinzaine de la durable. Et en fait, on a créé plusieurs événements, table ronde, défi couture, défilé de mode. Et dans le cadre du défi couture qui était ouvert à tout le monde, on s'est rendu compte en fait que depuis les écoles maternelles, grande section où nous sommes intervenus, jusqu'à des adultes en EHPAD qui ont participé au défi couture, il y a vraiment un engouement de la part des personnes, des enfants, pour transformer leurs vêtements, et des fois ça tient à pas grand chose. On leur montre des modèles, on leur montre des inspirations, comme on dit dans notre jargon, si on peut dire. Et en fait, on les accompagne, on ne leur fait pas, on les accompagne, et après ils sortent des pièces superbes. Nous, on a vu des résultats qui nous ont vraiment surpris. Et puis surtout, tu tiens à préciser, certaines personnes n'avaient jamais cousu. C'est là où ça. C'est encore plus surprenant. Donc, à travers ces ateliers, en fait, où la finalité est un défilé dans lequel on va présenter la tenue ou le vêtement que l'on a transformé, les personnes apprennent à coudre, en fait.
Il y a eu des binômes, mère-fille, c'était formidable, des mamans avec leurs filles de 20 ans ou leurs filles de 10 ans. C'était super de voir la complicité sur les produits, comment elles s'entraidaient, tout ça. Et du coup, qui demandent à poursuivre ces ateliers parce qu'elles sont en recherche de ça. Et si on fait un sondage, je pense, ou si on questionne un large public, je suis sûre que beaucoup de personnes seraient intéressées par ce type d'atelier. On était installés, on était dans une boutique à Metsondo qui nous avait prêté gracieusement pendant 1 mois et il y avait des clients qui passaient en fait et qui s'arrêtaient chaque fois pour demander vous faites des ateliers de couture, nous sommes intéressés. Donc il y a vraiment un potentiel là justement à exploiter, je veux dire à développer parce que les gens ont de plus en plus envie de faire eux-mêmes des choses. Et puis, ils ont ce qu'il faut à la maison pour transformer sans avoir acheté du tissu. En fait. Oui, en fait, nous, c'est ça qu'on veut surtout mettre en avant. C'est que on a énormément de textiles, que ce soit à la maison, autour de nous, qui ne sert à rien, qui dort, qui est là. Et en fait, ça fait, on le voit à l'étranger, des déchetteries à ciel ouvert de textiles. Et pourquoi créer toujours de la matière alors qu'il y a tout ça déjà où il faut un peu se soucier parce que je pense qu'on va arriver à un moment donné à un stade où ça sera catastrophique. Et en fait, avec ça, on peut déjà faire plein de choses sans repartir avec de la création de nouveaux textiles. Donc c'est un peu aussi mettre ça en avant et déjà, si chacun on fait une petite graine comme ça chez soi, je pense que ça aidera un petit peu aussi à faire évoluer et faire basculer la tendance. Quoi. Et puis que ça soit de 5 ans à 80 ans, je veux dire, tout le monde a une part de créativité en lui. Donc, quand en plus on met des personnes ensemble, parce que là on a vu dans les ateliers les échanges qu'il y avait entre eux en disant ah, moi je ferais comme ça, tiens moi je mettrais plutôt ça, oui c'est vrai, il y a moyen de faire de très jolies choses au final. Et nous c'est cette expérimentation, si on peut aller par là, il y en a d'autres qui l'ont fait, on n'a rien inventé, hein. Et limite c'était ce qui se faisait dans les familles avant aussi, c'est un retour en arrière, mais c'est de réapprendre ces automatismes, bon enfin c'est pratique, on va dire plutôt, c'est pratique de les réapprendre, de se les réapproprier, de se dire mais j'ai ce qu'il faut quoi pour le faire. Souvent on a une machine à coudre qu'on a héritée de maman ou de mamie à la maison, ou alors on peut en trouver une aussi d'occasion pas très chère, ou même neuve pas très chère, ou auprès d'associations de couture et coudre un petit peu et après quand celles que l'on a eues en atelier là elles ont découvert la couture et franchement là elles s'arrêtent pas de produire, elles nous envoient des photos, tiens j'ai fait ça, comment je peux faire ça, comment je peux le transformer, et on est à la recherche d'une salle sur la côte justement pour un petit lieu qui pourrait accueillir ces ateliers encore en continu. Ouais, le faire soi-même, on en a parlé dans un épisode avec Cerise justement, où elle disait que les gens étaient vraiment à la recherche et en même temps vachement boostés par le fait de le faire soi-même et du coup d'apprendre quelque chose de nouveau, mais qui leur sert et qui va leur servir longtemps. En fait, c'est pas vraiment, c'est profiter du moment où on fait l'atelier, mais aussi rentrer chez soi avec sa création et se dire ah mais en fait je peux en faire encore plein d'autres quoi. C'est des connaissances qu'on engrange et qui vont pas se perdre, et c'est le fait de aussi les partager à des publics qui des fois n'ont pas été sensibilisés à ça par leur famille ou voilà. Mais c'est vrai que ça s'est beaucoup perdu, et même nous, je vois moi par exemple dans des ateliers où beaucoup me disent ah mais on pensait pas que c'était si long de faire par exemple, je dis un exemple là, j'ai sous les yeux un short, ah il y a toutes ces étapes, c'est si long, ah ben je comprends même pourquoi le prix il est là, il est à ce prix là, parce qu'effectivement c'est long, c'est pas si facile que ça, c'est pas si évident, et du coup ça fait aussi permettre de découvrir les métiers. Parce que et finalement, ils se rendent compte que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire n'importe quel vêtement. Et alors oui, on peut arriver à le faire soi-même, mais si on veut vraiment le faire pour qu'il soit mis en vente, là, c'est encore autre chose. Et du coup, je pense que ça permet de mieux comprendre les métiers. Et bon, là, par exemple, la couture, mais ça peut être tout autre métier, finalement. Et parce qu'on a plus cette notion-là de temps, de technicité qu'il y a besoin, parce qu'on a l'habitude de prendre le vêtement, on l'achète, et puis on se pose pas la question de comment il a été fait. Quoi. Ouais, je pense que ça remet vraiment la valeur d'un objet ou d'un produit. Ça lui réattribue en fait sa vraie valeur, de se rendre compte que rien qu'en essayant, mais aussi en voyant faire, quoi. Enfin, c'est vrai que du coup, la boutique à Metsondo, je trouve que c'est le bon exemple. C'est qu'en fait, rien que de passer devant, de vous voir à la machine à coudre et de se dire « Ah, mais en fait, elle est en train de faire le short que je vois là en vitrine, mais ça lui prend du temps. » Et en fait, elle a utilisé peut-être plusieurs matières et plusieurs techniques. On se rend vraiment compte qu'en fait, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde peut essayer, mais ça veut pas dire que, comme tu dis, on peut
en faire un métier. C'est Et ça. si on veut en faire un métier, ça demande quand même Exactement. beaucoup plus de pratique et d'expérience et tout, quoi. Ouais. Donc, c'est hyper intéressant. Ouais. Et peut-être faire un petit aparté sur les matières. On parlait de l'upcycling. Oui. Et c'est vrai que je trouve que dans votre démarche au global, que ce soit toi avec la lingerie ou avec l'accessoire, vous étiez vraiment parti sur quelque chose de très... que moi je trouve très intéressante sur les matières à utiliser. Si vous voulez peut-être pas forcément nous faire la liste, mais nous parler un peu de cette... Alors, pour demain, pour les sacs et accessoires, on était parti donc sur des matières qui étaient assez éco-responsables naturelles. Mais on a eu la chance de croiser, grâce à Interstice, encore une fois, des entrepreneurs qui relançaient la filière lainière. Ouais. Donc, on avait été les rencontrer à ça, c'est l'entreprise Il était Guilla, et ils nous avaient donné un échantillon de toile feutrée, de laine de brebis manèche. Et on est tombé amoureuse, si on peut dire, de cette matière. Et on a commencé à la décliner donc en cabas, en pochettes, en différents produits. Et on était aussi, Angélique, ayant fait ses études donc, dans les métiers de la mode, avait découvert aussi à Paris. Et elle m'avait dit, maman, j'ai découvert des matières assez nouvelles, qui sont particulières et très intéressantes. Elle avait été aussi au salon Première Vision. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, on avait commencé, je crois, par le Pignatex. Oui, on avait Pignatex, Liège, qui était déjà un peu plus connu, et il y avait Le Fruit Laser. Fruit Laser, mais qui n'était pas encore tout à fait au point à ce moment-là. C'est un matériau qui est fait avec de la pulpe de mangue. Okay. Et le Pignatex, pour rappeler un petit peu, c'est fait avec de la fibre de feuilles d'ananas. Okay. C'est une des plus anciennes alternatives, je pense, au cuir animal. Donc, on l'a utilisé. Et après, il y avait aussi le cuir de poisson. Le cuir de poisson, voilà, le saumon. On a commencé par le saumon, qui était teinté et tanné avec des végétaux. Okay. Après, on est passé sur du cuir de saumon qui était teinté et tanné avec des produits plus chimiques, en fait, mais qui n'avaient pas le même rendu. Et après, on a utilisé, puisqu'on est venu sur Saint-Martin-à-Rossin, on a utilisé le cuir de truite de Banca, qui est donc... les truites sont en pisciculture à Banca. Et maintenant, d'ailleurs, c'est la famille Cocoicea qui se réapproprie le savoir-faire du tannage et de la teinte des peaux, et qui vont le faire eux-mêmes. Là, j'ai vu des publications justement où ils en parlaient, ils montraient justement un peu les techniques. Et on a eu aussi donc le Desserto, qui est un textile avec la pulpe de cactus. Qu'est-ce qu'on a eu? Le bois, le nuo, c'est des fines feuilles de bois qui sont contre-collées sur du coton et découpées finement au laser, donc on peut les travailler, c'est souple, c'est donc pas cassant. Okay. Et ensuite, on avait des matières aussi naturelles comme le chanvre, le lin. Voilà, qu'on essayait aussi de... Ouais. Et après, on avait aussi, dernièrement, on nous a donné des échantillons d'une matière de l'entreprise Niciar, qu'on a rencontré il n'y a pas longtemps, justement dans le cadre de la quinzaine de la mode responsable. Et on a eu donc quelques échantillons pour faire des essais. Alors, cette matière est faite avec du mou de raisin. Ok. Voilà. Par contre, celle-là, c'est une matière monocouche, c'est-à-dire qu'une couche, elle n'est pas contre-collée sur un textile et tout. Donc, on va la tester je vais la tester avec la laine. On va l'associer avec la laine, parce que, en général, on associe ces matières tout le temps avec la laine. Ok. Voilà. Donc, vraiment aussi cette envie de s'orienter sur des matériaux plutôt éco-responsables, durables, et aussi de revaloriser un peu ce qui est fait chez nous, parce que du coup, il y avait quand même pas mal d'entreprises qui étaient par ici. Oui, on essayait. Oui, on essaie de travailler avec des entreprises qui sont locales. C'est vrai que les matières innovantes, souvent, elles sont produites et développées à l'étranger, à part les cuirs de poisson maintenant, et donc Niciar, le mou de raisin. Mais la plupart sont faites à l'étranger, donc effectivement, on se fournit à l'étranger pour ces matières-là, mais c'est aussi dans le but de mettre une petite graine dans la tête des industriels peut-être, mais des chercheurs qui se disent que effectivement en France aussi on peut développer ce type de produit. Et la liste est longue de ces matières-là. On en a utilisé peut-être 10%. Il y a encore beaucoup à faire, et petit à petit, voilà, on testera pour les faire découvrir aussi aux autres artisans et au grand public, en fait. Ok.
Et oui, dans la lingerie, moi, alors du coup, c'est pas des matières innovantes. Moi, je réutilise en fait des stocks dormants. Okay. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle aussi je suis repartie dans la lingerie, c'est avec la ressourcerie Eyma, qui a eu un grand arrivage de textiles, de lingerie d'une entreprise qui fermait, mais des rouleaux et des rouleaux, des stocks énormes. Et quand j'ai vu ça, j'étais là, c'est trop dommage de laisser ces matières-là à l'abandon, de pas les retravailler. Donc du coup, au moment où ça s'est passé, on était toujours dans la société d'Eyma et c'était un peu compliqué de faire de la lingerie avec des sacs en laine. Donc ça allait un petit peu perdre le client. Mais je m'étais dit, plus tard, je le développerai. Et du coup, ça m'a permis aussi de prendre le temps de bien développer. Donc, toutes les dentelles, les tissus et les accessoires, les bretelles, en fait, c'est tout le temps de la récupération auprès d'entreprises. Donc, je rachète quand même, ou de ressourceries. Et après, là, je suis partie où, effectivement, pour le défilé qu'il y a eu à Mettre son dos, dans un petit défi en me disant, on a plein de textiles à la maison qui sont en plus en bon état et qu'on n'utilise pas forcément et que je vais essayer de transformer en pyjama. Okay. Donc, je suis allée auprès de ressourceries, j'ai été chiner des serviettes, des nappes, des draps, des chemises d'hommes, plein de choses comme ça et que du coup, j'ai retransformé pour du pyjama derrière. Donc voilà, donc toutes les matières en fait sont vraiment soit des stocks dormants ou des vêtements ou textiles qui ont une seconde vie. Mais c'est vrai que les stocks dormants, moi je me rends compte à force de parler avec des artisans ou des créatrices qui utilisent ça, je pensais pas que c'était possible que des marques aient autant de quantité de matière inutilisée. Je veux dire, on produit tellement aujourd'hui dans la grande distribution et les grandes marques qu'on pourrait pas... moi je penserais pas une seconde que ils perdaient aussi de la matière à ne pas l'utiliser et de l'argent aussi. Je veux dire, ça représente quand même des investissements, la matière, mais en fait... et qu'après, ça finit dans des ressourceries ou dans des lieux qui les revalorisent, mais des fois pas aussi. Mais du coup, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup à créer aussi à partir de ça et à partir de tout ce qu'on a déjà consommé, mais de tout ce qui n'a pas été utilisé aussi, quoi. Et c'est une grosse problématique. Après, je vois moi déjà à l'époque, quand j'étais étudiante, quand on allait dans des lieux de stage de grandes entreprises, souvent c'est des textiles qu'ils ont créés pour leur marque. Donc en fait, ils ne voulaient pas que d'autres les utilisent à des fins commerciales, ce qui peut être entendable aussi. Mais finalement, on se retrouve avec des rouleaux et des rouleaux de tissus qui ne sont jamais utilisés. Et là, aujourd'hui, finalement, ils se rendent compte qu'ils ont des pièces entières remplies de tissus que du coup, ils n'utiliseront plus jamais parce que c'est des collections qui datent d'il y a 10 ans. Et autant que ce soit revalorisé, et voilà quoi. Donc, surtout qu'en plus, par exemple, moi, dans la lingerie, j'ai pas besoin d'énormément de matière. Déjà, avec 2-3 mètres, je peux faire une petite série intéressante et voilà. Donc, après, c'est un positionnement, mais de toute manière, là, je pense qu'ils sont un petit peu obligés aussi avec la loi AGEC. Et du coup, ça leur a permis de revoir et de repenser les choses aussi différemment, et de plus avoir ce côté un peu protectionniste de la matière, alors que on peut faire des produits totalement différents avec la même matière, sans qu'il y ait une identité de marque vraiment flagrante. Voilà. Et c'est vrai que localement, ici au Pays Basque, on n'a peut-être pas connaissance, mais il y a pas mal d'entreprises qui produisent des déchets textiles dont ils ne savent pas quoi faire en fait. Et dernièrement, il y a le syndicat de tri des déchets Viltagarbi, Patrick Ferré, qui a créé une matériothèque justement où il présentait, là quand on a fait des tables rondes avec la manufacture, les différentes matières qui sont des déchets pour les entreprises mais qui peuvent être exploités par des professionnels ou même des particuliers s'ils veulent se faire des produits chez eux. Et là, il y a un beau projet qui a pris forme à la manufacture avec l'entreprise Alki, qui fabrique donc des meubles, qui est assez connu. Et dans leur partie tapisserie, ils avaient beaucoup de chutes de tissus. D'accord. Ils ont eu connaissance de la manufacture par un de nos membres et ils sont partis sur l'idée de revaloriser ces chutes en faisant des cabas et des pochettes. Bon, ils avaient bien l'idée des produits, mais ils voulaient trouver les personnes compétentes pour pouvoir leur fabriquer. Donc il y a une collaboration avec la manufacture du Pays Basque et en fait là, Angélique et Catine, une autre couturière, leur fabriquent ces sacs et ces pochettes. Et régulièrement, ils en commandent et c'est une belle collaboration. Et là, c'est une boucle qui est bouclée puisque leurs déchets textiles, ils les revalorisent. Et les petites chutes, ils nous en ont fait don aussi de petites chutes pour le défilé de mode, pour les ateliers de customisation. Donc ça, ce sont des beaux projets.
Et ce qui serait bien, c'est qu'effectivement, les entreprises qui ont des déchets comme ça textiles puissent partir sur une voie comme ça. Mais après, tous les déchets textiles ne sont pas facilement exploitables aussi. Oui, parce que je tiens à mettre un petit point aussi là-dessus, c'est que oui, il y a l'upcycling, mais des fois, c'est pas forcément si simple que ça de travailler dans l'upcycling. Pourquoi ? Parce que, par exemple, quand on développe un produit, en général, on choisit une matière, on choisit les fournitures en fonction et c'est toujours la même chose. Donc, au niveau des machines, on a le même réglage. Au niveau du process, on a toujours le même. C'est très simple et du coup, en termes de fabrication, voilà, une fois qu'on a le process, c'est bon. Tandis que l'upcycling, en fonction de la matière, de son vécu, des fournitures qu'on va avoir qui sont jamais les mêmes, en fait, il faut tout le temps s'adapter et c'est pas forcément simple. Et des fois, il faut avoir aussi le matériel adapté. Et donc, on peut croire que parce que effectivement, on a la matière peut-être moins chère que si on achetait du neuf, mais en termes de fabrication, des fois, on passe plus de temps que sur du neuf. Donc, c'est pour ça que les gens, souvent, ils ont dans leur tête, c'est de l'upcycling, ça va être forcément moins cher. Pas tout le temps. Parce que effectivement, ça va être plus le temps de travail où il va falloir découdre, restructurer la pièce et tout ça, qui va prendre plus de temps que quand c'est du neuf. Donc c'est aussi beaucoup pour ça que certains ne se positionnent pas tout le temps sur l'upcycling, parce que quand on a des chaînes de production et qu'il faut tout changer pour juste quelques pièces, en général, prennent rarement le risque. Donc c'est pour ça que beaucoup se tournent en fait vers d'autres finalement partenaires qui sont dans ce domaine-là, et du coup ils font développer par d'autres, tout après en récupérant le produit parce qu'ils le rachètent, mais du coup ils le font faire en externalisant en fait. Ok. Aujourd'hui, est-ce que vos activités respectives, c'est vos activités principales et est-ce que vous en vivez ou est-ce que vous faites autre chose à côté aussi Après, vous avez plusieurs activités, donc j'imagine que l'un dans l'autre, mais... C'est ça. Alors pour l'instant, moi j'en vis, c'est mon activité principale, j'ai pas d'autre activité que celle-ci. Après, je ne vis pas que de la vente de mes produits, donc c'est pour ça que j'ai plusieurs activités, mais qui sont en lien finalement avec mon métier. Donc je fais du développement de produits pour d'autres marques, donc ça va être tout ce qui est dossier technique ou même de la petite série. Après, je vais faire donc des interventions aussi des fois dans des écoles ou des choses comme ça, des ateliers. Voilà, ça va être sur des projets, par exemple avec le GDSU, là, des cocottes norvégiennes. Donc en fait, c'est l'ensemble de toutes ces choses qui fait que j'arrive à peu près en vivre. C'est pas non plus, voilà, mais disons que je m'en sors, que je me débrouille comme ça. Mais je pense qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc pour s'en sortir, parce que aujourd'hui ça fonctionne, demain ça fonctionne plus et on sait pas pourquoi, et parce que c'est la période qui fait que, et ça va être autre chose, du coup on rebondit et après ça va revenir. Bon voilà, il y a des choses comme ça, et en fait nous depuis le début, même quand on avait des mains, on fonctionnait comme ça parce que faut s'adapter, et voilà. Mais dans notre sens, c'est aussi chouette parce que ça nous permet de travailler sur plein de projets différents et on s'ennuie pas. Mais je pense que ça colle aussi à certaines personnalités qui aiment toucher à plein de choses et aussi enseigner, parfois transmettre. Donc c'est bien quand ça répond aussi à ses propres envies. Voilà. Quand on a commencé, en fait, on a commencé en 2018 le développement de produits, la recherche matière. Et en 2019, c'était en novembre, on avait lancé notre collection. Et en mars 2020, tout s'arrête puisqu'il y avait le Covid, donc fermeture de site, plus de vente, tout ça. Enfin, plus de vente, on vendait, mais en direct, des gens qui venaient. C'était assez compliqué. Après, il a fallu en fait relancer tout, parce que référencer le site, tout ça, repartir pour du travail, enfin trouver des collaborations, tout ça. Donc, on a toujours été un petit peu comme ça, à s'adapter à la demande du moment. En fait, des gens sont venus nous proposer des projets comme ces fameuses cocottes norvégiennes. On s'attendait pas forcément à intervenir sur un type de projet comme ça. On a découvert ça, ce qui est très bien. Ça nous a beaucoup apporté aussi. Et voilà, il faut être vraiment multi-activité. Donc, je pense que la plupart des artisans confectionnent leurs produits, mais font peut-être aussi des ateliers à côté ou font autre chose à côté. Des fois, ont une activité salariée aussi à côté parce qu'il est difficile d'en vivre. Mais l'artisanat, c'est de toute façon, dans 90% des cas, ce sont des métiers passion. Donc, on n'est pas rémunéré autant que l'on passe. Non, ça c'est sûr. Nous, le dimanche et jour férié, il nous arrive de travailler parce que c'est notre passion, qu'on veut avancer et qu'on veut finir certaines choses. Mais voilà, après moi j'ai un statut depuis l'année dernière un petit peu plus différent puisque j'ai des soucis de santé, donc je suis en invalidité.
Donc, j'ai un revenu avec ça. Donc, le reste est plus complémentaire. C'est pour ça que je peux me permettre, parce que beaucoup de gens voient que je fais beaucoup de bénévolat. En fait, je peux me permettre de faire du bénévolat maintenant, de transmettre et de donner aux autres aussi, parce que ça me libère plus de temps pour ça. Mais voilà, moi, essayer d'aider, d'appuyer d'autres artisans, de les mettre en réseau, en contact avec d'autres professionnels pour qu'ils arrivent à se développer, travailler sur le développement de la laine aussi, tout ça. Voilà, je suis toujours investie quand même, mais à mon rythme en fait. Bah oui. Voilà. Mais voilà. Mais après, oui, vivre de l'artisanat, c'est de plus en plus compliqué quand on échange avec d'autres des consoeurs et des confrères qui ont des difficultés aussi. Hein. Il faut pas se leurrer. Hein. C'est pas tout rose. Hein. Ceux qui en vivent aujourd'hui sont souvent des gens bien installés aussi, qui ont des années d'expérience et puis aussi de la notoriété aussi, il faut dire. Et tant mieux qu'il y en ait. Mais après, il est difficile que tout le monde puisse en vivre. Et puis, il y a eu une explosion aussi d'indépendants quand après le Covid. Hein, les gens ont découvert à la maison, ils ont pu se poser pour apprendre certains métiers ou comme ça. Donc, il y a eu de plus en plus de gens qui se sont positionnés aussi sur le marché. Donc, évidemment, le pouvoir d'achat ayant diminué, moins de moyens et plus de personnes avec plus d'offres. Quand c'est réparti sur 100 personnes au lieu de l'être sur 50, évidemment qu'il y a un impact financier pour les professionnels. Mais bon, il faut accepter les choses et se dire, c'est à moi de trouver une autre solution, de rebondir et de trouver la solution, de pas attendre et de pas se lamenter, c'est pas joli. Mais voilà, c'est d'avancer, de se dire bon. Faut que je trouve une autre solution, une autre niche. Qu'est-ce que les gens demandent actuellement? Qu'est-ce qui les intéresse actuellement? Moi, je pense que c'est beaucoup justement le faire soi-même, les ateliers pour cette découverte. Et ça, c'est un peu l'avenir, je pense, pendant quelques temps. Et puis voilà. Mais ça revient beaucoup, ce côté multi-activité et de jongler aussi entre ce qu'on a besoin de faire, envie de faire, et de trouver un petit peu ce qui va nous permettre de tirer un peu à droite, à gauche la couverture pour nous, de composer avec ce qu'on aime faire et parfois aussi reprendre une activité salariée ou pas forcément. Bon, est-ce que vous avez un petit mot de la fin à partager du coup aux gens qui soit nous regardent, soit nous écoutent sur vos métiers, l'artisanat en général, voilà, un petit message à transmettre. Bon, vous en avez déjà passé beaucoup, je veux dire des belles valeurs et votre démarche, mais peut-être... Moi, je dis qu'il faut croire en ses rêves. Et que des fois, quand on n'arrive pas à atteindre un objectif comme on se l'était imaginé, ne pas baisser les bras. C'est que des fois, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne période, mais des fois, 6 mois après, ça peut marcher. Donc, il faut être patient aussi. Et puis si on est passionné, voilà, on peut arriver à faire de belles choses. Ouais, mais ce que j'avais en tête, ça rejoint un peu ce que tu dis. Oui, moi, c'était déjà de faire quelque chose qui nous plaît, parce que ça se ressent quand on fait quelque chose qui nous plaît ou quand on le fait par obligation, si on peut dire ça. Donc, toujours se dire, est-ce que ce que je fais, ça va avec mes valeurs, ça va avec ce que j'aime, avec ce que je suis. Ça peut évoluer. Ce qui peut être aujourd'hui ça, demain peut être autre chose et il ne faut pas avoir peur de le faire évoluer parce que une marque, une entreprise, ça évolue avec nous, avec nos changements de vie, avec nos expériences et oui, et pas avoir peur des fois de devoir prendre d'autres chemins et souvent après ça peut amener sur des belles choses donc et pas avoir peur aussi de se tromper parce que ça peut arriver que des fois on veut tester des choses, on pense que c'est ce qu'il fallait et tout ça et que finalement ça prend pas ou ça n'a pas les répercussions qu'on souhaite, c'est pas grave. Hop, c'était peut-être pas justement le bon moment, le bon timing et peut-être le réessayer plus tard et ça fonctionne. Donc voilà. Des fois il y a... Et on avait un mot quand même quand on a commencé demain, c'était oser le changement. Oui. Oser. Ça c'est le mot qu'il faut garder. S'il y en a un, c'est oser. Voilà. Faut pas se mettre de frein en fait. Et puis voir le changement comme quelque chose de positif. De positif, et pas forcément de négatif tout le temps. Et puis d'amener les autres aussi dans ce... Enfin, moi, je crois beaucoup au collectif. Je pense que du coup, ça se transmet aussi chez vous. Mais
le changement au global peut être une belle aventure collective, je pense aussi. Complètement. Le changement quand il n'est pas imposé, en Voilà. fait. Quand il n'est pas présenté comme quelque chose d'imposé, mais plutôt comme une découverte, en fait. Et on arrive... c'est pas... on n'a rien à obliger aux gens, mais je vois, nous, on arrive à transmettre quelque chose ou à passer des messages tout simplement en laissant faire les choses, en les proposant, en les faisant découvrir, mais jamais en imposant, en disant c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut absolument que vous changiez de mentalité. Non, c'est pas nos méthodes en tout cas. On porte pas des messages comme ça. Les gens qui peuvent être intéressés, bien sûr qu'on ouvre la porte à tout le monde, mais voilà, il faut être dans le partage, dans la découverte. Nous-mêmes, hein, si on nous impose quelque chose. On va déjà freiner et puis on va s'interroger. Quand c'est amené différemment, ça passe mieux. Ouais, c'est vrai. Bon, merci pour ces beaux messages en tout cas. Merci à toi aussi. Merci d'avoir accepté de participer. Où est-ce qu'on vous retrouve sur cette fin d'année peut-être ? Est-ce que vous avez des ateliers peut-être de prévus ou Alors, moi personnellement, non. Ça va reprendre les ateliers plutôt début d'année prochaine. Okay. Après, j'ai le site internet, si jamais, pour les commandes de Noël. Et ici à l'atelier directement aussi, si certains veulent le découvrir, voir. Voilà, c'est avec plaisir. C'est ouvert sur rendez-vous, il suffit de m'envoyer un petit message. Voilà. Ouais, donc on peut vous contacter directement sur les réseaux, sur vos sites, pour passer vous voir. Voilà. Et bien, je vous invite d'ailleurs à passer les voir, à aller les voir dans son atelier et découvrir directement. Et puis, moi, je vous remercie et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.